Bonjour, bonjour, tout le monde est là, parfait. On commence sans plus tarder. Aujourd'hui, l'objectif spécifique concerne nos propres préjugés, les préjugés qu'on peut avoir, comment les reconnaître et les atténuer quand on est au travail. Donc, c'est la question des préjugés. On va regarder ça ce matin à plusieurs volets. Un premier volet avec l'article « Les préjugés en médecine ». C'est plus au niveau systémique, OK, la présence des préjugés puis leur impact sur l'accès aux services. Puis ensuite, sous forme plus vidéo, audiovisuelle, pour varier un petit peu. Ça ne sera pas une lecture, ça va être des vidéos qu'on va regarder pour voir l'impact de tout ça. Un premier vidéo, c'est les propres préjugés qu'on peut avoir de manière inconsciente. Et puis un autre, voir comment, pour les pairs aidés, la question de l'autostigmatisation peut être un obstacle important au rétablissement. Ça vous convient? Je vais donc, sans plus tarder, aller chercher l'article sur les préjugés en médecine. Quel accueil un patient différent de nous reçoit-il dans notre cabinet et notre salle d'attente? Le patient moins scolarisé, plus défavorisé ou d'une culture différente se sent-il à l'aise? Comment ces distinctions influent-elles sur leurs soins, si elles ont effectivement un impact? Puis ici, on fait, nous, tout de suite le lien, quand on va parcourir ça. Imaginez quelqu'un qui a ces caractéristiques-là. Puis la salle d'attente, c'est pour des services de santé mentale. OK? Dans l'article ici, on ne parle pas vraiment de santé mentale. Ah oui, bonne idée. Voici l'article. Merci. OK. L'accent qu'on met actuellement sur la médecine fondée sur des données probantes, vous avez sûrement entendu cette expression-là, et sur son application sur la scène du traitement clinique et des politiques en matière de santé et de notoriété publique. Je ne sais pas pourquoi à l'écran, il en manque un morceau. Son antithèse, la médecine fondée sur les préjugés, n'est pas aussi bien étudiée et n'est pas prise suffisamment en compte dans la pratique médicale contemporaine. Vous voyez ici, là, ou bien c'est fondé sur des données probantes de la science ou sur des préjugés. Les préjugés, ici qui définissent comme présumer et prendre des décisions en se fondant sur des renseignements hypothèses inexactes ou faussés, parsèment l'histoire. À diverses époques, nous nous sommes révélés capables, par diverses manœuvres psychologiques, de propager des données fallacieuses au sujet des objets de nos préjugés et d'en faire des pratiques discriminatoires. La discrimination a pris toutes sortes de formes, allant de l'exclusion de certains droits et services jusqu'au génocide. Personne n'est immunisé contre les préjugés. Il n'est donc pas surprenant qu'ils influencent notre façon d'exercer la médecine. Et ici, en psychiatrie, là, dans l'histoire même de la psychiatrie, il y avait une époque où, un bel exemple où c'était vraiment, la pratique était fondée sur des préjugés qui n'étaient pas vérifiés. On peut penser au docteur Rumke, R-U-M-K-E, en hollandais, ou le docteur Kraepelin, K-R-A-E-P-L-I-N. Lui, c'est un Allemand. Le premier Rumke, il a développé la notion de Gevoel-Praecox, excusez mon irlandais. Puis, il y a deux mots là-dedans. Gevoel, c'est le sentiment, puis Praecox, c'est précoce. Puis on pourrait dire que c'est un feeling de bizarrerie. Fait que lui, il disait, là, dans son enseignement en psychiatrie, pour établir un diagnostic de schizophrénie, pas long, là. Tu le vois. Avant même de parler au patient qui est dans la salle d'attente, tu vas le trouver bizarre. Ah, il est schizophrène. Fait que là, tu vois que déjà, ça induit un biais parce que tu invalides d'avance ce que la personne pourrait te raconter sur un moment précis. Puis une autre forme de préjugé, c'est l'autre docteur, lui, c'était pas sur un moment précis, c'était longitudinal. Puis il définissait la schizophrénie par définition
c'est une détérioration irréversible et continue. C'est ça qui s'enseignait jusqu'à il n'y a pas si longtemps en psychiatrie. Puis là, ce qu'on a découvert avec le rétablissement, c'est que c'est faux. Plein d'études vont contredire ça. Souvent, même en schizophrénie, le rétablissement, c'est plus la norme que l'exception. Puis quand tu fais des études objectives, c'est là les données probantes viennent complètement contredire les préjugés des scientifiques eux-mêmes, là, OK? Qui ont induit tout ce biais-là, puis on est vraiment encore... c'est très profondément ancré dans la culture médicale occidentale. Des travaux récents, en particulier par l'Institute of Medicine, un organisme américain sans but lucratif qui fournit des renseignements fondés sur des données probantes, et ainsi que des conseils en matière de médecine et de santé. Donc, ces travaux-là font valoir que les préjugés et la discrimination affectent directement l'obtention de services de santé nécessaires par certains groupes. Puis là, on se demande, comme on avait discuté sur le module, là, le cours sur l'ethnopsychiatrie, est-ce que les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou l'expérience du rétablissement, est-ce que ce n'est pas aussi un groupe particulier qui pourrait être victime de ces préjugés-là? Les services de l'Institut ont été retenus par le Congrès américain pour étudier les inégalités raciales et ethniques dans les soins de santé. Selon l'étude, les comportements, les présomptions et les attitudes des dispensateurs de soins peuvent influer négativement sur la santé de ceux qui demandent des soins. Puis évidemment, pour nous, les pères aidants, ça devient des dispensateurs, des équipes qui donnent des soins. Que sont les préjugés? Les préjugés sont à la fois une attitude et un processus cognitif, dont le résultat identifiable et mesurable est la pratique de discrimination. Il n'existe pas de définition normalisée du préjugé. Même dans le cadre des lois, les définitions varient. Certaines compétences insistent sur l'intention et d'autres sur l'effet. Aux fins des soins de santé, l'Institute of Medicine les définit comme étant des différences dans la qualité des soins de santé qui ne sont pas dus à des problèmes d'accès ou à des besoins cliniques, à des préférences ou à la nature appropriée de l'intervention. L'Institut a identifié des pratiques discriminatoires dans les soins de santé sur deux plans. La structure des soins de santé, on parle de discrimination systémique, et la discrimination découlant des partis pris, des préjugés, des stéréotypes et de l'incertitude dans la communication clinique. De nombreuses études américaines ont démontré que les minorités aux États-Unis reçoivent des services de santé de moins bonne qualité et ont moins de chances d'avoir des interventions médicales que les Américains de race blanche. Les inégalités dans l'accès et la qualité des soins existent même quand le revenu et les facteurs socio-démographiques sont pris en compte. Il est moins probable qu'un Afro-Américain, par exemple, ait une intervention chirurgicale au stade précoce du cancer du poumon, du côlon ou du sein qu'un Blanc. Une étude par Ladilka et ses collègues des résultats d'accouchement en Caroline du Sud a révélé des taux considérablement plus élevés de complications postpartum évitables, des complications évitables chez les Afro-Américaines et les Hispano-Américaines que chez les femmes blanches, même en tenant compte de l'assurance maladie. Donc, ce n'est pas une question d'argent ici, là, si c'est quelque chose on y a accès grâce à une assurance maladie. On y a accès aux mêmes services, mais les services sont donnés différemment si on est afro-américaine ou hispano-américaine. Dans la même veine, une étude par Chung et ses collègues sur les accouchements à Long Beach, en Floride, faisait valoir que les Noirs et les Hispaniques subissaient respectivement 75 % et 22 % plus de césariennes. 75 % plus de césariennes, pourtant, on accouche pas mal de la même façon, j'imagine. Ça ne risque pas de m'arriver, là, personnellement, mais il y a un biais là, c'est pas normal. Là. Au Canada, malgré le système de santé universel, les inégalités persistent dans ce domaine en fonction de la race et du statut d'immigrant. Quelques études canadiennes ont démontré que les Autochtones et les Canadiens nés à l'étranger éprouvent des difficultés d'accès. On parle abondamment de ces obstacles et de l'importance de stratégies de communication efficaces, mais rares sont les études qui examinent les différences
mesurable dans la prestation des services de santé en fonction de la race ou de l'origine ethnique. Puis si on se rapporte à notre cours sur l'ethnopsychiatrie, on le voyait aussi, hein? Bon, on peut le comprendre. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne parle pas la langue, ça va être difficile d'avoir accès aux mêmes services. Puis on peut penser à ce moment-là que les pères aidants, qui sont des traducteurs, interprètes et médiateurs, ça, c'est trois notions qu'on voyait dans l'ethnopsychiatrie. Quand quelqu'un ne parle pas la langue, on va aller chercher un peu des spécialistes de cette culture-là. C'est quoi leur rôle? Soit traducteur, d'une langue à l'autre, mais aussi un interprète du contexte parce qu'on connaît la culture. Puis aussi un médiateur parce qu'il va servir, là, dans le fond, à faciliter la communication pour tout le monde. Puis on voit que ça, il me semble, ça va très bien pour les pères aidants eux-mêmes. Cette fois-ci, c'est traducteur par rapport au savoir expérientiel, aussi interprète, et médiateur pour favoriser l'accompagnement. Dans une étude de 2004, Tonnelly et ses collègues ont constaté que les patients autochtones en dialyse avaient moins de chances de recevoir une greffe du rein que les autres patients, même après ajustement pour des variables confusionnelles possibles. Une étude plus récente par Tonnelly et ses collègues a révélé que les patients autochtones avaient 2 fois moins de chances d'être placés sur une liste d'attente de greffe en raison des difficultés dans le processus d'investigation, plutôt qu'à cause d'une contre-indication médicale. 2 fois moins de chances d'être sur une liste pour une greffe de rein. Ça n'a rien à voir avec la question métabolique, là. L'étude par Eman et ses collègues en 2005 comparait les réponses à un sondage à propos des soins prénataux reçus par des femmes autochtones et non autochtones au Manitoba. Les soins prénataux fournis étaient inadéquats dans le cas de 4 fois plus de femmes autochtones que de femmes non autochtones. Après ajustement en fonction des variables confusionnelles pertinentes, la différence était toujours présente. Donc, si c'est une question de pauvreté, mais on voit ici pas seulement que ça, parce que même si on contrôle, on appelle ça ici variable confusionnelle, là, il reste une différence. En faisant entrer en compte dans l'analyse de la situation socio-économique, les auteurs ont découvert que la pauvreté était le facteur de prédiction le plus important de soins inadéquats. Dans un système où tu y as accès, c'est le système d'accès universel au Canada. En principe, riche ou pauvre, tu y as accès. Mais c'est ça le facteur socio-économique, quand tu ajoutes, mettons, ici la question autochtone, qui explique le plus l'inéquité dans l'accès aux soins, pourtant gratuits. En 2007, une étude à l'échelle provinciale sur les soins prénataux au Manitoba examinait les inégalités entre les districts géographiques. Les plus hauts taux de soins prénataux inadéquats se trouvaient, devinez où? Dans les quartiers à revenus les plus faibles. C'est aussi là qu'on retrouvait la plus forte proportion de récents immigrants et de populations autochtones. C'est sûrement pas un hasard. D'autre part, certaines études canadiennes ne signalaient aucune différence dans les soins selon la race ou l'origine ethnique. Raimé et ses collègues, par exemple, n'ont trouvé aucune association significative entre l'origine ethnique et le traitement des patients dans les unités néonatales de soins intensifs. La comparaison entre les femmes autochtones et non autochtones faite par Weinman et collègues a révélé que la probabilité était plus grande pour les femmes autochtones d'avoir un nourrisson de faible poids à la naissance. Par ailleurs, en tenant compte de la situation économique, du tabagisme et de la mauvaise alimentation, les différences ne revêtaient pas de signification statistique. Mais ces éléments-là ici, situation économique, tabagisme, mauvaise alimentation, ça, quand on vient ajouter ça aux maladies physiques chroniques, OK? On peut le voir. Mettons, le tabagisme, on sait très bien que ça va être une raison pour une espérance de vie plus courte, mais aussi des complications respiratoires et autres. Ça affecte tout particulièrement les personnes avec troubles mentaux graves. Quand tu combines tout ça, là, ça fait que chez cette population, on en a déjà parlé, tu as une espérance de vie réduite d'à peu près 20 ans. Puis c'est pas de la schizophrénie qu'on meurt. Fait que ça, c'est une autre forme de préjugé par rapport aux patients qui ont des troubles psychotiques comme la schizophrénie. On retrouve le même phénomène ici. Pour les besoins physiques, là, qui ne devraient rien avoir avec que ça devrait seulement
l'organe qui devrait être en question. Mais c'est pas ça qui se passe. Imagine quand tu vas combiner ça en plus, là, maladie physique chronique, trouble mentaux graves, plus une caractéristique ethno-culturelle comme ça. C'est fait. Ces études mettent en évidence l'interconnexion entre les inégalités ethniques ou raciales et la situation socio-économique, en ce qui a trait à la qualité et aux résultats de soins de santé. Variables confusionnelles mises à part, ces groupes défavorisés font face à des obstacles aux soins de santé. De nouvelles initiatives fédérales commencent à se pencher sur l'élimination des obstacles à l'accès par les Autochtones au Canada. Par exemple, le gouvernement fédéral tente de régler ces problèmes d'obstacles pour les Premières Nations et les Inuits en régions éloignées et isolées en établissant des temps d'attente garantis pour les patients. En 2006, on annonçait un projet pilote sur les soins du diabète et par la suite pour les soins prénataux afin d'accroître l'intervention précoce. Janet Smiley, ancienne présidente du Comité sur les questions relatives à la santé des Autochtones de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, souligne l'importance d'examiner les facteurs sociopolitiques en cause plutôt que simplement limiter l'explication des problèmes de variables autochtones. Donc, cette personne-là dit, c'est pas juste parce que la personne qui est en face de moi, c'est un autochtone. C'est parce qu'au niveau des facteurs sociopolitiques, la racine du problème est plutôt là. On a identifié des obstacles semblables chez les Canadiens nés à l'étranger, qui éprouvent des problèmes d'accès à cause de la langue et des barrières culturelles. Une étude examinait les facteurs socio-démographiques associés au faible taux de dépistage du cancer du col de l'utérus. On observait les taux de dépistage les plus bas là où la concentration d'immigrants était la plus élevée. La durée de temps depuis l'arrivée au Canada était aussi une variable importante. Le taux des tests de Papa-Nicolaou pour les récentes immigrantes était de 36,9 par rapport à 60,9 chez les autres. Le PAP test, merci. Les inégalités dans la santé des minorités au Canada, en particulier la santé des Autochtones, sont bien documentées. En 2000, l'espérance de vie chez les hommes des Premières Nations était, selon les données, de 7 ans inférieure à celle de la moyenne nationale chez les hommes. Et en 97, la prévalence du diabète chez les femmes des Premières Nations de 65 ans et plus s'élevait à plus du triple de la population nationale. De fait, le taux de maladie chronique globale dans la population autochtone est 3 fois plus élevé que celui dans la population canadienne en général. Puis nous, dans une étude qu'on a faite ici, une de nos propres études avec les patients schizophrènes sur le territoire ici, là, on avait arrivé avec ces mêmes résultats-là. Là, tu es entre blancs, là. Okay? Mm-hmm. La complexité de ces résultats inférieurs au chapitre de la santé demande qu'on tienne compte des facteurs sociopolitiques et historiques. L'analyse de la marginalisation qui découle des inégalités dans les systèmes de santé examine l'interconnexion entre ces facteurs. Là, on va voir l'attitude des soignants. Les études canadiennes sur les attitudes des soignants et sur les différences mesurables dans les soins selon l'origine ethnique se font rares. Aucune étude canadienne n'a été trouvée à l'aide du mot-clé de recension préjudice dans les principales bases de données sur la recherche. Puis je vous avoue là, que pour ce cours-ci, c'est cet article-là que j'ai eu le plus de misère à trouver quand je faisais des recherches par mots-clés. Je cherchais préjugés, services de santé, chez les soignants ou des choses comme ça. C'est assez peu étudié. Puis notre cours, hein, en principe, là, la formation montréalaise de père aidant, on insiste beaucoup sur cette question-là d'attitude. Mais ça va vouloir dire aussi qu'on va se demander quels sont nos propres préjugés parce qu'on en a. Certains spécialistes maintiennent qu'en se concentrant sur des degrés attitudinaux, hein, justement les attitudes et comportementaux de la discrimination, pour trouver des explications, nous faisons abstraction de la contribution de la discrimination systémique dans la création des inégalités persistantes. Donc, si on ne se questionne pas sur ces éléments-là, eh bien, on n'aura pas l'effet souhaité pour diminuer la discrimination systémique. Cependant, des investigations cherchant à isoler le rôle des préjugés de la part
des soignants pourrait nous permettre de mieux comprendre nous-mêmes et nos établissements. Scott Plous, auteur de Understanding Prejudice and Discrimination, fait valoir que les préjugés se prêtent à des stratégies d'intervention. Il s'agit entre autres de l'éducation et d'autres efforts pour exposer ceux qui font preuve de préjugés à des renseignements et à des jeux de rôle permettant l'exploration des problèmes et le développement d'attitudes pour prévenir la discrimination. Le concept émergent de la sécurité culturelle apparaît de plus en plus dans la formation continue et les pratiques institutionnelles. Puis il y a un document important de l'Organisation mondiale de la santé et de l'ONU, la notion de sécurité culturelle. Puis quand on fait le lien au plan culturel avec l'expérience du rétablissement comme étant une expérience culturelle également, bien, la non-prise en compte du savoir expérientiel, on pourrait dire que c'est assez grave parce que ça porte atteinte à la sécurité culturelle. C'est pas juste que ça serait donc le fun si on le connaissait mieux ça puis on en prenait en compte. C'est toute l'ignorance historique de la psychiatrie lorsqu'elle était fondée sur justement des préjugés pseudo-scientifiques fait que les usagers sont victimes un peu d'une forme de violence. On appelle ça des micro-agressions, ce type de non-prise en compte de ces éléments-là. Ce concept a été élaboré dans le contexte de la formation en soins infirmiers en Nouvelle-Zélande. Il repose sur une compréhension que la culture d'un soignant et les présomptions qui en découlent influent sur la façon dont se déroule une rencontre clinique et du fait même sur les soins aux patients. Cette approche reconnaît que tous les comportements et les attitudes, même ceux qui ne sont pas des manifestations flagrantes de préjugés de pratiques discriminatoires mesurables, peuvent avoir des conséquences sérieuses sur les soins aux minorités et sur leur santé. D'où l'importance de tout le non-verbal. Vous voyez, ils disent, là, même ceux que ce n'est pas évident. Des fois, c'est évident. Souvent, c'est pas évident. Puis c'est ça qui est justement plus pernicieux. Les stratégies de dénonciation et de blâme envers les soignants ne sont pas constructives. Il faut plutôt créer prioritairement un climat où les préjugés sont reconnus comme possibles, de manière à diriger et renforcer les efforts sur la compréhension et l'empathie. La mesure concomitante au sein du système de santé dans le but d'éliminer les obstacles susceptibles d'engendrer la discrimination serait aussi utile. Il est difficile de définir et de mesurer les attitudes et les comportements. Il est peut-être encore plus difficile de comprendre les déterminants complexes de la santé des minorités. Les manifestations flagrantes de préjugés ou de racisme ne sont qu'une petite partie du problème. Les études qui isolent ces aspects des soins, comme ceux mentionnés dans les ouvrages américains, feraient sortir des résultats mesurables qui servent de point de repère précieux dans le contexte canadien. Quand les variables confusionnelles, comme la situation socio-économique et les degrés de scolarisation, sont écartés de l'équation, nous pourrions être confrontés à une image miroir révélatrice des attitudes des soignants. La détermination des indicateurs pertinents de discrimination, la mesure de ces indicateurs et des rapports réguliers sur les progrès contribueront aux efforts pour renverser les effets néfastes de la discrimination. C'est intéressant parce qu'on n'a pas arrêté là, depuis 10 semaines de parler de ça. Hein? Dans ce paragraphe-là, on commence par parler des attitudes. Puis là, vous l'avez peut-être vécu dans vos stages. Peut-être que les gens qui ont vu la fiche d'évaluation, auto-évaluation de l'attitude, c'est pas peut-être vraiment mesurable. Mais comment qu'on peut quand même essayer d'avoir porté une attention là-dessus? Parce que ce que suggère cet article-là, en conclusion, c'est que ce sont des éléments comme ceux-là qui vont peut-être avoir un effet positif puis contribuer à l'atténuation de la discrimination qu'on appelait systémique tout à l'heure.